Merci Mickaël et bienvenue dans cette table ronde aujourd'hui le 2 juillet. On va parler aujourd'hui ensemble de la gestion des risques cyber liés aux tiers. Je vais me présenter. Donc moi je suis Bertrand Elf, je suis partenaire cybersécurité chez OnePoint et expert depuis une vingtaine d'années sur ces problématiques cyber. Lors de cette table ronde, je serai accompagné de Fabrice de Biazzo, voilà, qui est DSI côté ASL Aviation Holding, et également de Augustin qui est RSSI chez Ditto Bank. L'objectif en fait c'est de vous donner en fait un éclairage sur la gestion des risques fournisseurs par rapport à l'actualité actuelle. Je vais commencer par un retour d'expérience pour remettre le sujet dans son contexte. Là, de plus en plus maintenant, les entreprises, on le voit au niveau de cette diapositive, les entreprises en bleu foncé ont des activités internalisées, mais travaillent également avec des sous-traitants, des activités externalisées par rapport à des actionnaires, à des organes de gouvernance. Et on parle de plus en plus maintenant de l'entreprise élargie ou de l'entreprise étendue. Et tout ça, bien sûr, nécessite d'avoir une gouvernance parfaite des risques fournisseurs, parce qu'on n'est plus maintenant dans un domaine, on va dire, château fort, où toutes les activités étaient internalisées. Et bien sûr, l'objectif, c'est de créer un maximum de confiance avec son écosystème et avec ses différents partenaires. Alors, quand on parle de risques liés aux tiers, bien sûr, il faut voir souvent les risques liés aux tiers sont liés. Il peut y avoir plusieurs types de risques. Il peut y avoir des risques opérationnels, des risques financiers, des risques technologiques, des risques de conformité. Et il faut voir sur ce schéma un ensemble de risques et souvent ils sont liés. Ils sont liés. Donc, on a vu par exemple travailler avec des sous-traitants, par exemple sur du travail qui est pas accepté par rapport à des différentes lois et des réglementations, ça peut créer un risque d'image par rapport à différents impacts aux organisations. Donc, c'est important de mettre en perspective que les tiers peut être l'objet de plusieurs typologies de risques qu'on voit ici sur cette diapositive. Ensuite, si on parle plus spécifiquement des risques cyber, alors les risques cyber, ça reste toujours un sujet au cœur de l'actualité par rapport à certaines grosses fuites d'informations qui ont eu lieu ces dernières semaines là-dessus, notamment ces risques de fuite d'informations, ça peut impacter des tiers, ça peut impacter des sous-traitants. Il y a eu également, alors il y a eu, ça a commencé surtout par rapport à des tiers, des fournisseurs. À partir de 2017, il y a eu une affaire dans un cabinet de Big Four de type Deloitte. On a vu également, ça a pu cibler des sous-traitants notamment dans l'aéronautique, Airbus, également des sous-traitants dans les hôtels. Donc globalement, cette gestion des risques fournisseurs, c'est multi-secteur, c'est pas seulement une industrie qui est impactée, et ça reste quand même un problème qui est à l'ordre dans l'agenda des principales organisations. Là, j'ai repris un chiffre, une étude notamment du Ponemon Institute, c'est que plus de 50% des répondants voilà, considèrent qu'il y a eu un coût de la perte de données ou une data breach dans les organisations. D'où la nécessité de gérer correctement les fournisseurs dans son organisation. Également, quelques chiffres qu'on a pu avoir sur les difficultés des entreprises face à ce risque cyber lié aux tiers. Sur la gauche de l'écran, on peut voir que globalement, il y a 70% des organisations qui considèrent que les incidents de sécurité ont augmenté par rapport à la gestion des tiers. Alors, si on se pose la question, c'est quoi c'est quoi les routes causes les routes causes, donc ça c'est un guide qui a été publié également assez récent en mai 2020. Il y a 31% on va dire des tiers qui considèrent qu'ils n'ont pas implémenté les bons contrôles de sécurité au niveau réseau, notamment à installer des technologies de type IDS, IPS de SIEM. Donc ça fait un tiers des répondants qui se disent j'ai pas mis en place les bons moyens de monitoring de sécurité réseau vis-à-vis de mes fournisseurs ou de mes prestataires. Il y a également un sujet qui revient, c'est qu'il y a un quart
des tiers qui n'ont pas mis en place un cadre contractuel formel, notamment en incluant des clauses de sécurité par rapport au GDPR. Alors, le GDPR, là, on est en juillet 2020. Ça fait 2 ans qu'il est appliqué, mais il y a encore un quart des suppliers qui considèrent que ce n'est pas encore inclus dans les clauses. Et également, un sujet qui revient régulièrement, mais qui est un grand classique, et je pense qu'il est sous-estimé dans cette étude, il y a 15% des sous-traitants qui ne mettent pas en place différents cycles de formation à la sécurité auprès de leurs employés. Donc, on voit qu'il y a encore quand même beaucoup d'efforts à faire sur la sécurité, sur la gestion des risques liés aux tiers. Alors, ce qu'il faut faire, il y a 3 tendances qui se développent sur le marché. Les 3 piliers pour avoir une bonne maîtrise des risques de tiers, c'est tout d'abord définir une stratégie cybersécurité de gestion des tiers, c'est établir un certain cadre de sécurité avec des politiques, des exigences, et de concevoir un programme, ce qu'on appelle un third party cyber risk management, de pouvoir gérer correctement ces tiers. Une fois qu'on a défini ce cadre et cette stratégie de cybersécurité liée aux tiers, c'est d'adapter les évaluations des risques par rapport aux tiers, bien sûr en fonction de leur criticité et de leur profil, donc avec également un cadre méthodologique. Et le 3e pilier, ça va être de sécuriser les interfaces avec les tiers en utilisant bien sûr les technologies de sécurisation des API, de sécurisation réseau, également profiter de tout ce qui est l'innovation de l'algorithme et de la data pour faire en sorte d'écouter les signaux faibles et de savoir ce qui se passe avec les tiers, avec son écosystème de l'entreprise étendue. Ce que je vous propose, du coup, c'est lors de cette table ronde, je vais laisser d'abord dans l'ordre Fabrice. Fabrice, te présenter. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Fabrice, tu peux te présenter ta fonction? On a pu préparer ensemble cette table ronde là-dessus, et je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Fabrice de Biasio. Je suis le DSI pour le groupe ASL Aviation. Donc, on n'est pas tellement connu, mais on est basé en Irlande, en France, principalement en Belgique et Hongrie. Et notre métier principal, c'est le cargo pour les grands expressistes comme Federal Express, UPS, DHL, Amazon, qui est de plus en plus présent maintenant en Europe. Et on fait un petit peu de passagers, qui représente à peu près une dizaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Mais bon, dans les circonstances actuelles, voilà, tout est au sol. L'entreprise compte à peu près 4000 personnes. On a la saison été et la saison hiver, donc ça fluctue un peu. On a des gens qui viennent en temporaire et on a 2500, on va dire, pilotes et personnel de cabine. Voilà pour ASL Aviation. Ok, merci Fabrice. Du coup, à ton tour, Augustin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour, donc Augustin Demisco, donc je suis RSSI dans une banque digitale, et on propose donc des offres de crédit pour des TPE, des PME et des indépendants. Voilà, donc une banque en marque blanche avec beaucoup d'API qui sont utilisés par nos clients. D'accord. Ok. Bon, mais merci Augustin. Alors du coup, la première question que je vais te poser, Fabrice, c'est que toi, dans ce contexte-là, dans cette crise-là qu'on vient de subir, dans la crise du Covid, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a rapproché, ou est-ce qu'il y a eu de la distanciation avec tes fournisseurs? Donc oui, dans le contexte du Covid, on s'est réellement rapproché de nos fournisseurs, donc de sécurité, de mobilité, donc afin de permettre à tous nos partenaires et utilisateurs donc de collaborer, de continuer à accéder à, on peut dire, à toute notre offre de services, et puis permettre le bon fonctionnement du SI, vraiment business continuité 24/7, 365. Et donc, notre chance qu'on a eue, c'est que ce rapprochement, on l'avait fait aussi avant le Covid. Parce que comme on est aussi dans l'aviation, on a beaucoup de personnes qui sont en déplacement tout le temps. Donc, on avait déjà préparé sans savoir que ça pouvait arriver. Donc, avec
du VPN, du VDI, du Virtual Desktop. Donc, vraiment, oui, ça nous a rapprochés. D'accord, ok. Et toi, côté FinTech, Augustin, est-ce que déjà ça vous a rapproché côté fournisseur? Et surtout, ce que je voulais savoir, quels sont les enjeux vis-à-vis de la sécurité de tes fournisseurs? Alors, nous, on avait déjà une grosse culture hein, du travail, du télétravail finalement. Donc, j'ai envie de dire ça n'a pas forcément changé grand-chose de ce point de vue-là. On n'a pas eu à monter en catastrophe des VPN ou des déports d'écran. Donc, de ce point de vue-là, on était prêt et ça nous a pas, ça n'a pas fondamentalement changé notre quotidien. Après, sur les enjeux, j'ai envie de dire que c'est les mêmes, il y a les mêmes enjeux de cyber euh, sur un tiers que sur un service qu'on aurait en propre. Quelque part, on va déléguer l'opération hein, sur les lettres du RACI, on va dire qu'on délègue le R à un tiers, mais par contre, le accountability cyber de est-ce que le service est rendu dans les conditions de sécurité satisfaisantes, cette accountability, elle reste bien chez nous et on ne peut pas la déléguer au tiers. Voilà. Donc, Ok, merci. Et toi, Fabrice, est-ce que dans l'aéronautique, vis-à-vis dans le secteur aéronautique, c'est quoi les enjeux de la sécurité vis-à-vis de tes fournisseurs? Que j'imagine, vous avez tout un tas de fournisseurs, de sous-traitants. Quels sont les principaux enjeux? Alors, je dirais au départ, on a quand même les mêmes contraintes que toutes les entreprises. Donc, bon, on va dire, c'est de garantir la disponibilité des données, de valider aussi celle-ci vis-à-vis de nos clients et de nos fournisseurs. Et on a aussi, alors dans l'aviation, suite aux actes terroristes, on est victime. Donc dans le monde, on a une obligation de garantir qu'à aucun moment aussi les données de vol puissent être modifiées ou falsifiées. Donc on est vraiment garant de ça. Et je dirais aussi pour notre image, c'est important d'éviter toute forme de piratage, de déni de service qui pourrait ternir notre image, particulièrement dans le contexte sensible de la sécurité aéroportuaire et voilà, de l'aviation en général. Ok. Ok, merci. Augustin, alors si on rentre dans le concret là, est-ce que tu peux nous dévoiler ou nous donner, c'est quoi les deux, trois risques que toi tu vois dans ton environnement, enfin sans nous donner des informations confidentielles, mais c'est quoi les deux, trois risques liés à tes tiers que toi tu as identifiés en tant que RSSI? alors, moi j'en identifie deux principaux. Hein. C'est vraiment la disponibilité du tiers, c'est-à-dire si le tiers fait défaut, euh, quel impact ça va avoir, nous, sur le métier et sur notre chaîne de valeur. Et donc là, ça va effectivement vraiment dépendre, la criticité du tiers et de l'impact de cet incident va vraiment dépendre de comment se positionne ce tiers dans cette chaîne de valeur et sur l'offre qu'on propose. Et puis la durée forcément de cette indisponibilité. Le deuxième risque fort que je vois, c'est un risque lié à la protection de la donnée. Bien souvent, le tiers, on va lui transmettre des données, il va avoir accès à des données de l'entreprise, donc des données financières, des données commerciales, mais aussi parfois des données personnelles, qui peuvent être soit les données personnelles de nos clients, mais aussi les données personnelles de nos employés. Et donc, là, pareil, la criticité et l'attention qu'on va y porter va beaucoup dépendre effectivement du type de données qu'on va transférer au tiers. D'accord, ok. Et alors, il me vient une autre question du coup, c'est entre tes différents tiers, est-ce qu'il y a des différences entre, je veux dire, on peut imaginer entre un cloud provider, un tiers, on va dire, assez important, et des sous-traitants, je veux dire, qui n'ont pas la même santé financière ou plus petits. Est-ce que tu arrives à faire est-ce qu'il y a des distinctions, des différences, ou même en niveau de maturité? Alors, ouais, sur la qualité de service, on va dire, ou la qualité de service d'un point de vue sécurité, ouais, évidemment, c'est pas la même chose hein, de s'adresser à un énorme cloud provider que de s'adresser à une structure qui est plus petite, peut-être plus jeune, et qui va peut-être adresser aussi des secteurs d'activité qui ne sont pas que le bancaire et qui sont peut-être moins sensibilisés aux risques cyber. Donc oui, on voit une différence là-dessus. Euh, Après, dans le traitement, nous, qu'on a en interne vis-à-vis de ces tiers, c'est effectivement pas tout à fait, selon le service proposé, euh,
c'est pas non plus exactement la même façon de traiter le risque ou de traiter le tiers. Enfin, si je prends un exemple, hein, quand on travaille avec un tiers qui va fournir par exemple une solution d'IAM en mode SaaS, c'est pas la même chose que de travailler avec un tiers qui va te traiter, tu vois, toute ta relance client, etc., etc., où là, il va y avoir Clairement. des équipes de leur côté. Donc voilà, donc du coup, il y a effectivement une appréciation et des scénarios qui ne sont pas les mêmes dans un cas et dans un autre. Ok, ouais, très clair. Fabrice, sur les. Alors maintenant, on va parler peut-être un peu des mesures, parce que du coup, maintenant Ouais. qu'on a bien brossé les différents risques et ce que je comprends, effectivement, il faut avoir une démarche mesurée par rapport aux différents tiers. En termes de mesures, quelles sont les mesures et notamment les mesures contractuelles qu'il faut prendre pour bien gérer un tiers d'un point de vue sécurité? Ouais. Bah, déjà, dans l'aviation, on est très procédure. Bon, je veux dire, dans la banque, ça va être la même chose. Ok, bon, Donc, ça on c'est fait, bien déjà. oui, ouais, donc on fait signer des NDA, donc des no disclosure agréments à tous nos fournisseurs. Et souvent, bah, c'est réciproque, ils nous le font signer. On fait signer aussi au niveau du RGPD, bon, GDPR en anglais, qui sont compliantes et qu'ils respectent si on a des données hébergées chez eux ou vice-versa, donc qu'on soit compliante avec les autorités. Et régulièrement, on fait des audits donc de nos fournisseurs pour voir si tout ça est bon et pas. Et donc là, on fait participer aussi notre qualité département, donc pour voir que tout est en bonne et due forme. Ça, c'est important. Aussi, bon, les données, comme elles sont stockées, les sauvegardes, tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans l'aviation. D'accord, ok. Et si on prend maintenant sur les mesures techniques, alors je vais vous poser la question à tous les deux. Mhm. Je pense que est-ce que sur les mesures techniques, est-ce qu'il y a des mesures techniques de sécurité spécifiques à mettre en œuvre? On a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des solutions de filtrage, de contrôle Ouais. d'intégrité? C'est quoi est-ce que c'est les solutions qu'on connaît déjà niveau sécurité? Est-ce qu'il y a des choses importantes, selon vous, en termes de technologie à mettre en place? Bon, je prends la main. Donc nous, on a sécurité autant que possible tous les échanges internes, externes, avec les utilisateurs, les serveurs, en verrouillant les échanges, et aussi avec nos partenaires en sécurisant les accès Internet. Comme tu l'as dit, filtrage d'URL, filtrage applicatif, filtrage IP, pour ce qui est de mauvaise réputation, sandboxing, tout ça c'est présent dans nos échanges. On sécurise aussi l'ensemble des postes et serveurs pour quel que soit l'environnement, qu'il soit virtuel ou physique. On centralise les logs afin de pouvoir gérer donc, des alertes en cas de comportement déviant ou en cas d'attaque. Et puis on dispose aussi de différents data centers afin de garantir une disponibilité des systèmes d'information en cas de problème majeur dans un pays ou d'attaque. Donc on doit avoir une résilience, c'est pareil, je vais revenir à l'aviation, on doit toujours avoir un système A, B, C pour pouvoir être la business continuité. Et puis ce qui est aussi le plus important, je dirais c'est valable pour tout le monde, c'est des sauvegardes fiables, donc avec un historique, donc par jour, par mois, par année, en cas de problème majeur, pour pouvoir reprendre une activité dans les meilleurs délais. D'accord, ok. Et toi, Augustin, en termes de mesures technologiques, si c'est les mêmes mesures ou t'as des choses en plus? Oui, enfin, je suis d'accord hein, avec Fabrice. Effectivement, alors nous, ça se traduit concrètement beaucoup par des VPN qu'on met en place entre notre plateforme et la plateforme du tiers. Et puis, effectivement, des composants de filtrage, hein, effectivement, firewall. Et puis, si on a des fichiers qui sont poussés en entrée, s'assurer qu'ils n'ont pas été modifiés lors du transfert. Par contre, il y a un point peut-être, pour parler de technologie et peut-être un axe d'amélioration. On a souvent aussi besoin, encore une fois, ça dépend du métier du tiers, mais on peut avoir besoin de donner des accès au tiers à notre SI. Donc là, effectivement, ça passe par le système IAM. Et donc la gestion des tiers dans un IAM. Voilà, bon, enfin, techniquement, ça se passe les choses sont claires et il n'y a pas de choses nouvelles à apprendre. Après, d'un point de vue fonctionnel, c'est jamais
complètement évident de savoir effectivement quand est-ce qu'un tiers arrive, quand est-ce que cette personne sort. Donc du coup, on se retrouve effectivement beaucoup avec des usages de comptes techniques ou des comptes un peu fantômes sur lesquels on ne sait pas forcément D'accord. qui est réellement derrière, quoi. Donc ça, Ok. c'est voilà. Ok, merci. J'ai aussi une question à vous poser à tous les deux, c'est est-ce que vous avez déjà constaté des incidents de sécurité avec différents tiers? Oui, nous, on en a eu. On a eu des tiers qui se sont fait attaquer. Et donc, alors là, ça a été très bien parce qu'ils ont bien joué le jeu, donc ils nous ont prévenus. Donc nous, on n'a pas eu d'effet de bord. Et je pense que justement, c'est vraiment, avec le tiers, il faut vraiment avoir un partenariat et pas se cacher des choses pour que tout fonctionne bien. Et puis pendant le Covid, ce qu'il y a eu aussi, c'est un peu des difficultés d'approvisionnement ou des fois de personnel qui était plus ou moins disponible à cause qu'il y en a qui n'étaient pas prêts pour faire du home office, par exemple. Ouais, donc, voilà, ça c'était. Tout le monde a vécu ça, là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après la crise, effectivement, il y a eu beaucoup d'organisations Ouais. qui ont réagi un peu en urgence Mm. pour, j'allais dire, pour qu'il y ait continuité du business en ouvrant j'allais dire, certains VPN, Voilà. certains éléments de sécurité un petit peu dans l'urgence. Et toi, Augustin, est-ce que tu as vu des incidents de sécurité liés au tiers, peut-être ou même avant le Covid, hein, ça peut Mm. être. Ouais, alors nous, effectivement, ouais, avant le Covid, bon, alors c'est notre maison mère, donc quelque part, c'est aussi un tiers à qui on avait, qui nous amenait en fait tout notre système bureautique, donc PC, mail et fichiers. Et on a été victime on a été victime d'un ransomware. Euh, et donc effectivement, comme le disait Fabrice, la, la communication est vraiment super importante pour savoir où on est, pour avoir un état des lieux de l'attaque, pour savoir aussi quelles sont les mesures qui sont à prendre de notre côté pour éviter que l'attaque se propage et puis pouvoir évaluer rapidement les impacts qu'on a eus et puis de notre côté, du coup, et là ça concernait plus vraiment le tiers, c'était de trouver le plus rapidement, parce qu'on n'avait pas forcément complètement anticipé le cas que la maison mère se fasse attaquer, trouver le plus rapidement des modes, des modes dégradés pour pouvoir continuer à maintenir l'activité. Ok, merci. Merci. J'aurais une dernière question et ça sera plus un mot de conclusion. Fabrice, ça serait quoi ta conclusion sur la sécurité des tiers? Si tu devais nous passer un message aujourd'hui, ça serait lequel? C'est d'entamer, j'ai dit précédemment, un partenariat vraiment fort avec tous nos fournisseurs, vraiment pour sécuriser. Et donc nous, on l'a déjà fait avec tous les grands fournisseurs et on doit le faire avec tous à 100%. Puis l'enjeu, c'est de maintenir vraiment la qualité tout en pouvant ouvrir de nouvelles offres innovantes aussi pour notre sécurité. Ça, je dirais, c'est l'innovation permanente. Ok, merci. Et toi, Augustin, le mot de la fin, ça serait quoi le message que tu veux nous passer aujourd'hui sur la sécurité des tiers? Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Fabrice et en plus, fort de cette, cette expérience malheureuse qu'on a pu avoir. C'est vrai que je pense qu'il faut, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, en gros, il faut s'assurer de la résilience de son tiers et de la résilience de son business vis-à-vis d'un incident chez son tiers. Je pense qu'on se pose beaucoup la question de savoir, via des audits, des contrôles, des pièces documentaires, est-ce que la maison est bien gardée chez le tiers. Mais je pense que c'est important aussi d'anticiper comment on peut réagir dans le cas où son tiers a une attaque, un incident de sécurité. Ok, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette table ronde sur la gestion des risques cyber gestion des risques cyber et je vous dis à très bientôt. Merci, à Merci. bientôt.